Salut les terriens, salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, 5 terriens de choix et un robot, Jean-Mi. Bonsoir les humains. Et avec Jean-Mi, Evangélie. Bonsoir. Alors Evangélie, vous êtes ce soir notre TTO de la semaine et vous allez nous annoncer une grande nouvelle, c'est décidé. Vous allez vous concentrer sur votre carrière de chanteuse plutôt que sur celle de blonde qui dit des bêtises. Face à Nabila, vous n'avez pas le niveau, c'est ça? Là, je me suis dit, il faut que je passe C'est à autre sûr. chose. Le top niveau est atteint. Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, bonsoir. Bonsoir. Vous avez l'air en forme. Je crois que cette histoire de départ des grosses têtes, c'est terminé. Vous êtes ici, Philippe, je dois le dire, pour adresser un message chaleureux à Laurent Ruquier. Bonne chance, fils de pute. Bruno Le Maire. Alors, Bruno Le Maire, bonsoir. Alors, vous, c'est un peu pareil. Quand Nicolas Sarkozy a appris que vous présentiez à la présidence de l'UMP, il a eu des mots très gentils pour vous aussi. Casse-toi, pauvre con. Et les Twins. Alors, vous êtes notre téquitois de la semaine, les Twins, 2 danseurs de hip-hop du 9-5, devenus des stars mondiales. Vous êtes passés du théâtre de Trévise au Stade de France. C'est-à-dire le contraire de Jean-Marie Bigard, en fait. Ouais, c'est ça. Jean-Mi, vous êtes 2? C'est Jean-Pierre, Jean-Pi, mon jumeau. Ah! On veut faire une bataille contre les Twins. On peut? Ah ben, on s'en occupe. On s'en occupe. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, le grand chef Marc Vera, qui retrouve les fourneaux 5 ans après l'effroyable accident de ski qui a failli lui coûter la vie. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le robot s'appelle Jean-Mi et le groupe Les Gréments de Fortune. Philippe Bouvard, rebonsoir. Alors Philippe, j'ai une question commune de Madame Belle-Père de Loche, de Monsieur Sapin Douille et de Madame L'Envie de Béziers, qui se demandent ce qu'ils vont devenir maintenant. Ils ont acquis une notoriété à laquelle rien ne les prédisposait au départ, mais il y en a qui sont devenus célèbres, au moins localement. Alors rappel des faits quand même. L'année prochaine, Laurent Ruquier quittera Europe 1 pour RTL, où il reprendra l'animation des grosses têtes. Alors, les grosses têtes, avec Philippe Bouvard, c'était ça. Et avec Laurent Ruquier, ça va donner ça. Eh oui, c'est déjà un humour beaucoup plus jeune. Hein. Allez, ciao, bonsoir. Alors, effectivement, vous avez été remplacé aux grosses têtes par Laurent Ruquier. Les chauffeurs de taxi ont failli se mettre en grève. Alors, quand on vous demande si vous êtes parlé avec Laurent Ruquier, vous dites « Non, j'aurais pu lui faire un petit coucou. » Mais on aurait pris ça comme une référence à l'oiseau qui ne fait son nid que dans celui des autres. C'est une plaisanterie. C'est une vanne, c'est une vanne. C'est une vanne. Ça fait rire tout le monde, sauf lui. Alors, vous avez également déclaré « Je ne souhaite pas que Laurent Ruquier se plante, mais s'il y avait un coup de Trafalgar, je ne suis pas loin, on saura où me trouver. » Oui, ben, c'est vrai, puisque je travaille dans la même maison. Eh oui. Je voulais dire que je serai là, Prêt à je servir. jouerai le pompier de service. Alors, vous savez que Laurent Ruquier n'a pas fait table rase du passé. Il a gardé Bernard Mabille, il a gardé Jacques Maillot. En fait, ils n'arrivaient plus à se lever de leur chaise. Non, mais bon, il faut que tout le monde vive. Hein. Et puis alors, je veux dire quand même que c'est pas parce que les vieux s'accrochent qu'ils doivent barrer la route aux jeunes. Bien. Alors,
Est-ce que vous croyez, Philippe Bouvard, que Laurent Ruquier tiendra jusqu'à 84 ans? Je sais pas, il faut voir avec son médecin personnel. Oui. Alors, en tout cas, vous ne raccrochez pas les gants, Philippe, puisque toujours sur RTL, vous animez le samedi et le dimanche à 11h30 Allô Bouvard. Les auditeurs vous proposent un sujet et vous faites un édito à partir du sujet qu'ils proposent. Ça consiste simplement, à la lumière des 62 années de journalisme que j'ai derrière moi et qui m'ont permis de traiter tous les sujets, d'aborder tous les sujets avec tous les interlocuteurs. Oui. Mais en dialoguant, bien sûr, et en essayant d'extraire ce qu'il y a de plus drôle, voire de plus méchant. Et c'est vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à se baisser. Ben voilà, donc c'est 2 fois par semaine que vous faites ça. C'est hyper fort, vous êtes vraiment incroyable, vous êtes un survivor, non? Alors vous avez fait une carrière exceptionnelle, vous avez commencé très très jeune, et j'ai retrouvé un document que je ne connaissais pas, qui est incroyable. Vous êtes tout petit. Ce jeune collégien que vous voyez à côté de moi, il s'appelle Philippe Bouvard. Et alors, la première fois où je l'ai vu, je me suis dit qu'on laissait vraiment les enfants sortir très tard le soir. Alors maintenant, j'ai des renseignements plus amples. Je sais qu'il est majeur, même un peu plus. Je sais qu'il est marié, qu'il a même, il a même un enfant, parfaitement. Et évidemment, je sais également que beaucoup de gens craignent sa plume satirique. Il a un côté affreux Jojo, vous savez, qui vous met du poil à gratter dans le dos. C'est un personnage très curieux. Voilà, incroyable. Alors, c'est avec Michel Arnaud, il faut le dire. Et vous êtes très beau, très humble. Oui, c'était très hypocrite, car en fait, j'avais déjà un énorme culot. Vous aviez quel âge? J'avais quelques années de plus que je paraissais, ce qui est le contraire aujourd'hui. Oh. C'est pas vrai. Alors, C'est vrai. Philippe, je ne vais pas faire de la psychanalyse à 2 balles, mais bon, vous n'arrivez pas à vous résoudre à prendre votre retraite. Est-ce que cette peur de manquer, finalement, c'est pas dû au fait d'avoir été un enfant juif pendant l'occupation? Oui, c'est la génération de l'occupation. Mais attendez, il y a d'autres effets induits incroyables. Par exemple, je ne supporte pas les feux d'artifice parce que j'habitais à côté de la porte de la chapelle quand il y avait les bombardements en 1943. Ouais. Vous voyez, on ne s'en sort pas. Mais par exemple, dès qu'on commence à parler de guerre, vous mettez des conserves dans votre placard, par exemple. Oui, mais bien sûr. Alors, vous publiez un livre, ça s'appelle Bouvard de A à Z, c'est chez Flammarion, et là, franchement, on voit que vous êtes le numéro 1 de la formule. Par exemple, chrétienté, son bilan depuis ses origines, environ 43 milliards de morts, une résurrection. Dealer, revendeur payé à la ligne. Hollande, depuis son élection le 6 mai 2012, la France est devenue un pays bas. C'est génial. Et alors, suicide, acte désespéré d'un être qui ne fait plus confiance ni aux médecins, ni à la guerre, ni au transport, ni à la nature. On passe maintenant à la question de Jean Mu. Jean-Mi, pose ta question à Philippe Bouvard, mon petit robot. Philippe, chez les humains, qu'est-ce qui vous énerve le plus? De rencontrer plus petit que moi. Merci, à tout à l'heure, Jean-Mi. Ah oui, tu fais ça? On passe à notre TTO de la semaine. C'est bien ça. Évangélie, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, vous êtes ici ce soir pour répondre à la désormais célèbre question TTO. Eh bien, vous étiez à Berlétan avec Didier Gustin le 11 juillet. Vous étiez à La Sentinelle en fête le 14 juillet.
Le 29 août, vous étiez à La Pelouse, à Castillon-la-Bataille, quand je pense qu'on s'inquiétait pour vous. Ah oui, j'ai un bel agenda de concerts, tout va bien. Alors, en compagnie de Julie Pietri, d'Émile et Images, de Thierry Pastor, vous terminez le 11 octobre à Villers-Cotterêts, une tournée de 25 dates. En fait, c'est un show hommage aux tubes des années 80, 90, 2000. C'est un peu la tournée Star 80, mais sans les stars, quoi. Oh, Émile et Images, ils cartonnent. Ah, c'est vrai, Émile et Images, Ah ouais. d'accord. Alors, en fait, vos premières tournées, vous les avez faites dans la voiture familiale, sur la route des vacances. Exact. Vous chantez depuis toujours, en fait. Eh bien, c'est ça qui est étrange. Je chantais quasiment avant de savoir parler. Ouais. D'ailleurs, ça s'est pas arrangé. Je sais toujours pas parler, mais je sais un peu chanter. Alors, à l'adolescence, vous montez sur scène et vous réalisez, en fait, que vous allez chanter toute votre vie, quoi. C'était à côté de Nîmes, hein. Ouais. Le village s'appelait Redescend. Ouais. Et non, je suis toujours restée perchée depuis. Mais bon. Voilà. Et puis après, il y a Avant de partir, donc qui a été votre gros tube, 600 000 exemplaires quand même. Hein. Grâce, ouais. Énorme À succès. Graines de Star notamment. Hein. Et là. Et là, c'est le drame. Laurie, Ah oui. elle vous a un peu piqué votre place dans la maison de disques, Un quoi. petit peu. Un petit peu beaucoup. Ouais. J'ai pas eu de chance, mais j'ai Non. eu de la chance au départ. C'est déjà Ouais. beau. Ouais. À 20 ans. Alors, on vous retrouvera dans la ferme Célébrité, où vous serez finaliste. Vous êtes resté en contact avec certains animaux de la ferme. Tu parles de quels animaux, genre Vincent McDoom Massimo Gardia. Massimo, ça c'est un sacré animal de nuit, lui. Ouais, exactement. Ouais. C'était courageux pour une chanteuse d'aller dans une émission qui s'intitule La Ferme. Hein. Ah oui, Royal, royal. ça c'est vrai. Ouais. Et alors là, vous avez vécu comment de ne plus être dans la lumière? Ça n'a pas été trop dur quand même Ah non, moi je suis heureuse, moi je suis en province. J'aime les animaux, j'aime la nature. J'ai pas besoin de ce strass, de ces paillettes pour vivre, heureusement. Ouais. Autrement, je serais pas aussi belle aujourd'hui, je serais aigrie. Et je suis très heureuse. Alors heureusement, pendant toutes ces années, il y avait Michel. Alors Michel, Ah c'est oui. incroyable, Michel Rostin. Vous l'avez Michel. rencontré en 1997 au tremplin des Ça. étoiles à Montélimar. Ça a été tout de suite le coup de foudre. Hein. Ça fait 16 ans que vous êtes ensemble. 16 ans, ouais. Et c'est, je crois qu'on peut le dire ce soir, c'est très étonnant, c'est le seul homme que vous ayez connu dans votre vie. Eh oui. Soyons précis, vous n'avez jamais fait l'amour avec un autre homme que Michel. Oh, c'est précis ça. Alors, comment vous dire? On dirait que je suis chez le petit, tu sais. Alors, en fait, oui, c'est exact. Et vous n'avez jamais essayé un autre homme. Non, justement, je vous cache pas qu'au bout de 16 ans, ça peut titiller, mais... Ah bah, je suis humaine. Bah oui. Je suis humaine. Oui, alors. Mais pour l'instant, je n'ai rien fait d'autre. Alors, question musique, vous venez de finir sur My Major Company la collecte pour un album qui va sortir en mai 2015. Voilà, grâce au soutien de mes fans, des internautes. C'est quand même incroyable qu'il y ait des gens qui vous donnent de l'argent. Bon, excusez-moi, mais quand même. Non, mais c'est ça, hein. Vous êtes sûr que cet argent, c'est pas pour que vous ne fassiez pas le disque? Oh Non, je sais pas. Je chante très bien, il faut venir me voir sur scène, Je sais, chérie. je vous taquine. Ah, c'est gentil. Alors, s'il reste de l'argent, s'il y a de l'argent en plus, vous le donnez aux gamelles du cœur. Exactement. En fait, même à chaque contributeur, il y a un pourcentage reversé aux animaux des refuges. Oui. Donc, c'est l'association que j'ai créée, les gamelles du cœur. Alors, votre rêve, c'est de faire l'Eurovision. Oui, enfin, disons, Mais- c'est une velléité, nous dirons. Il faudra un vous rêve. laisser pousser une petite barre, peut-être. Ah, si je veux gagner, ouais. Si je veux gagner. Évangélie, ça s'appelle Chaque matin. Et si chaque matin, j'y crois encore. Et si chaque matin, j'en perds le nord, je reprends le chemin, piégé de sort qui fait brûler mon âme jusqu'à te ramener. Change pas de bord, je saurais retrouver cet amour qui dort. Mais si chaque matin, tu m'oublies encore, je ferai brûler mon âme jusqu'à te ramener. Voilà, Évangélie, Chaque matin. Très bien. Autre invité ce soir, celui qui veut devenir président de l'UMP
pour devenir président de la République, mais qui ne fait pas de jogging, ne couche pas avec des chanteuses, n'est pas mis en examen et surtout maîtrise les conjugaisons, Bruno Le Maire. Donc vous êtes candidat à la présidence de l'UMP face à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, reviens, je t'en prie, viens nous sauver la vie. Alors, sérieusement, à part s'il agresse sexuellement une femme de ménage dans un hôtel, vous n'avez aucune chance. Je crois pas. Je crois pas d'abord qu'il agressera une femme de chambre dans une chambre d'hôtel. Et puis je pense que la compétition est ouverte. Ouais. Et je pense qu'au bout du compte, les militants choisiront le renouveau plutôt que le retour. Il y a une autre solution pour gagner, c'est que vous l'affrontiez sur l'orthographe. Alors vous dites je pars pour gagner, vous gagneriez pas à partir plutôt? On m'a posé la question. Ouais. C'est des tours des amis dans ce genre de cas qui viennent vous voir sur le ton de la confidence, tu sais Bruno. Ouais. C'est bien ce que tu as fait jusque-là. Hein. Enfin maintenant, le plier bagage, ce serait pas mal. Ouais. Eh ben non. Ouais. Je reste, on continue, C'est bien. on accélère et on C'est va bien. gagner. Non, c'est vrai que c'est un job difficile, président de l'UMP. Vous me diriez, je vais être directeur de la centrale de Fukushima ou pilote sur Malaysian Airlines. Je veux dire, il n'y a pas de problème, mais président de l'UMP, c'est un sacré boulot quand même. C'est un boulot difficile, je Non. reconnais. Ouais. Il y a du travail. Alors Bruno, vous publiez chez Gallimard « À nos enfants ». C'est une lettre à vos enfants. Ça se lit d'une traite. Les larmes aux yeux, la main sur le cœur, en écoutant la Marseillaise. Vous dévoilez beaucoup, hein? Oui. Parlez de votre grand-mère, c'est formidable, votre grand-mère, personnage éminemment romanesque, qui avait du sang brésilien, qui avait un fume-cigarette, une voix rauque, évidemment, puisqu'elle fumait. Et cette dame, dans les années 30, pilotait des avions. Oui, je pense que c'est le personnage central de ma vie personnelle et de mon enfance. Ouais. Parce que c'était tout simplement une femme libre. Elle aimait la mécanique. Donc elle conduisait des voitures, et puis elle a passé son brevet de c'est pilote dingue. d'avion, et elle pilotait un avion dans les années 30. Et elle a toujours été d'une liberté folle. Alors, vous parlez de Pierre, un ami à vous, un ami juif. Donc, quand vous avez découvert Pierre, vous veniez d'une famille assez traditionnaliste, catholique, et vous rencontrez ce garçon qui est juif, et pour vous, c'est l'expérience de la diversité, en fait. C'est l'autre, quoi. Quand j'ai fait mes études, j'ai rencontré un certain nombre d'amis, dont ce Pierre, qui était juif, pratiquant. Et j'explique dans mon livre à quel point le fait que nous étions tous les deux convaincus par le principe de laïcité faisait qu'on pouvait discuter très sereinement ensemble. Moi, le petit catholique, lui, le juif, nous discutions ensemble et nous étions tous les deux convaincus que le plus important, c'était la France, les principes républicains. C'est un garçon qui était extraordinairement intelligent. Et puis, il a été emporté par la dépression et il a mis fin à ses jours. Et c'est quelqu'un qui me manque beaucoup. Voilà. Alors, vous parlez aussi dans ce livre des problèmes avec Pauline, votre femme. C'est vrai que c'est difficile, vous êtes toujours sur les routes, enfin, votre métier est très prenant. Alors, la dernière fois qu'on a vu des nouvelles de vos relations avec votre femme, c'est dans un livre qui s'appelle C'est un livre qui s'appelle Le Ministre, en 2004, et elle vous caressait le sexe dans un bain chaud. J'aime ma femme. Ouais. Je suis marié depuis 16 ans, comme elle, vous point voyez. commun. Voilà, et j'aime toujours ma femme autant. En tous les cas, moi, je vous ai vu arriver dans les médias il y a quelques années. Vous étiez un peu coincé, puis finalement, maintenant, ça y est, vous êtes parfaitement à l'aise. Vous avez bien compris le truc. Et d'ailleurs, ça se voit parce que vous avez déclaré à la tête de l'UMP, il faut quelqu'un qui ait des couilles. Alors qu'avant, vous auriez dit, il faut quelqu'un qui possède 2 testicules. Ça sonne ouais. Vous avez changé. Oui, j'ai changé, mais la politique, je pense profondément que la politique, c'est rencontrer des gens qui vous changent. Si on n'accepte pas de changer en politique, il faut faire un autre métier. Il est bien, non? Oui, mais il a un problème, c'est qu'il aime à la fois la France et sa femme. Et pendant les week-ends, il faut choisir. Et maintenant, on passe à notre T'es-qui-toi de la semaine. Qui est Igor? Qui est Grishka? Grishka, Igor. D'accord, très bien. Alors en fait, vous êtes Laurent et Larry. Qui est Laurent? C'est lui, c'est l'autre. Alias les Twins, les 2 danseurs de hip-hop français devenus des stars mondiales, avec Beyoncé, Jay-Z, Alicia Keys, Kanye West. Waouh, waouh, waouh.
Alors, les twins, you know Evangeline, the French Beyoncé. Non. Alors, dites-moi, est-ce que je peux acheter les droits de votre vie pour en faire un film? C'est incroyable. J'attends que ça. Ben voilà, je vais le faire alors. Écoutez plutôt, mesdames, messieurs. Laurent et Larry sont originaires de Sarcelles. Famille pauvre, guadeloupéenne, 9 enfants. Vous êtes les petits derniers, les 2 derniers. Et vous dansez avant de savoir marcher. À la maison, tout le monde danse. Hein. Toute la famille. Mais personne ne fait du hip-hop. Alors, vous n'avez jamais fait d'école de danse. Non, vous êtes jamais. des parfaits autodidactes. Hein. Et vous découvrez un jour Paris. Vous venez à Paris, vous découvrez le Grand Palais pour commencer. C'est bien avant le Stade de France. On regarde. Mais non. Et c'est énorme. Moi, j'aurais jamais cru, en tant que danseur où je vis, atterrir sous le Grand Palais, quoi. Quand on regarde tout ça, c'est... Déjà, je pensais jamais rentrer ici de ma vie, déjà. Jamais, Ça, c'est clair. jamais, jamais. C'est vraiment un truc à vivre. Mais c'est quoi ça? C'est pas possible. C'est dingue. Un jour, vous dansez sous la pluie aux Champs-Élysées et Alicia Keys arrive avec un grand chapeau et elle vous invite sur scène avec elle au Zénith le lendemain. Ouais, j'ai commencé à danser et ensuite elle m'a donné un petit bracelet que je devais présenter le lendemain au Zénith pour Ouais. rentrer au backstage. Et Alors là, voilà, là vous allez chercher Larry, hein, qui est dans une école de cuisine. c'est assez dur. Et alors là, Parce vous que lui dites on va où? Il dit on va au concert. En fait, vous ne saviez pas très Ah, bien mais ce que même- vous Non, avez. je lui ai pas dit du tout. Elle m'a Je pas lui ai dit. juste dit, tu viens avec moi? Et d'habitude, j'insiste vraiment pour qu'il arrête de travailler pour venir danser avec moi dans la rue. Et là, il a Et pas insisté, je n'ai là. pas insisté. En fait, je dis, tu viens avec moi? Il m'a dit non. J'ai dit, OK. Et je suis parti. Et il m'a C'est suivi. pas normal, c'est pas normal. Alors, le plus incroyable, c'est que cette histoire leur est arrivée une deuxième fois. En 2011, vous dansez à Times Square, et c'est là que la manageuse de Rocawear, la marque de fringues de Jay-Z, vous voit et vous dit « Beyoncé vous cherche partout ». Et ouais, en fait, on avait vraiment envie de voir Times Square pour la première fois. Donc j'ai fait assez de street show pour pouvoir avoir assez d'argent pour payer un billet pour mon frère jumeau et moi pour partir un jour. C'est-à-dire aller le matin là-bas, dire Times Square au taxi, Times Square, partir et repartir à Ah oui, l'aéroport. vous le n'étiez lendemain. là-bas que pour un jour. Pour un jour. Avec nos bagages, on a été directement. Extraordinaire. En fait, Beyoncé, vous avez vu sur YouTube, elle vous cherchait vraiment, quoi. Elle voulait savoir ça faisait- qui étaient ces deux mecs. Ça faisait 2 ans qu'elle nous cherchait. Hein. Alors voilà, après la fuite des capitaux, après la fuite des cerveaux, c'est la fuite des danseurs de hip-hop. C'est dommage, mais bon. Alors on va vous voir avec Beyoncé, c'est extraordinaire. Alors, pourquoi appelez-vous Beyoncé the Monster? Pourquoi? Parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui travaille autant que moi et mon frère jumeau depuis que je suis né. Elle Ah ouais. est assise, elle regarde tous les... Elle dort jamais. C'est jamais même la même équipe tout le temps parce que quand tu suis pas ses objectifs ou ses rêves, tu pars. Ah ouais. Ah, Ouais. et ça Elle fait sait ce qu'elle longtemps que veut. Vous êtes avec elle? Ça fait 4-5 ans Waouh, déjà. donc vous suivez vraiment. Ah non, nous on est nous. nous suit. Nous on est nous. Ah, c'est encore mieux. On n'a jamais accepté de faire ce que les gens font, donc forcément sur scène ça doit être Ils nous. s'adaptent. Et elle s'adapte même plus vite que tous les danseurs que j'ai connus dans ma Rien vie. à dire. Ah ouais. Vous êtes allés tous les deux à la Maison Blanche Ouais. avec Jay-Z et Beyoncé pour rencontrer Barack et Michelle Obama. Quand même. C'est énorme. Il est sympa, Barack. Ouais, il danse bien. Il danse bien. Il est classe. Hein. Ouais, il est. Ouais, Il est marrant. ouais. Alors, on va faire maintenant un battle, les Twins contre les robots. Attention, Jean-Mi et Jean-Pi, mesdames, messieurs.
Bravo. Alors maintenant, je crois qu'il faut y aller, les enfants. Hein. C'est le battle. Allez-y, c'est le battle. Merci, merci. Alors, les Queens, vous ne serez pas étonnés qu'on fasse une interview. Lequel des deux? Lequel des deux est le plus beau? C'est lui. Larry, comment? Arrête. Ça dépend les goûts. Tu dis tous les jours que t'es plus beau. Tous les jours. Devant le miroir, pas devant toi. Ah ouais. Qui a le plus de talent? Moi, aujourd'hui. Ah, parce que t'as dansé sur la table. Larry. Oh, la triche. Il y a toujours une battle entre vous, hein, Toujours. c'est vrai, hein, c'est ça votre force. Vous cherchez toujours à montrer à Mon l'autre. rêve, c'est de l'exterminer. Voilà. Qui était le favori de maman? C'est plutôt toi. Oui, Laurent, il fait ça comme ça, elle arrive, c'est pas Je suis lui. plus droit, c'est normal. Je fais les choses correctement. Oui, t'es parfait. Qui plaît le plus à Beyoncé? Moi, souvent. Ah oui, mais ça, c'est juste souvent. On parle de tout le temps. Mais souvent, c'est... Tu le sais. Tu le sais. Est-ce que l'un de vous a déjà oublié l'anniversaire de l'autre? C'est qui a fait cette question? Mais attends. Est-ce que vous avez déjà échangé vos places avec une fille sans que la fille s'en rende compte? Oui, on l'a déjà fait. Oui. Ça, tous les jumeaux font ça, Mais en fait, j'imagine. la dernière fois, ça nous est arrivé, il avait un rendez-vous à la gare. J'étais juste devant lui alors qu'il était censé rencontrer la femme devant moi. Non, je marchais tout seul. Et je marchais j'allais un la peu plus voir. vite que toi. Et Ouais. il est venu, Et elle est ciao. arrivée, elle m'a dit Larry, et elle m'a embrassé. Je dis, mais menteur. Oh le menteur. Oh le menteur. Je dis, bon, voilà. Je lui ai dit ce que j'allais faire. Elle m'a dit, ok, arrête de mentir. C'est elle. Il y a des moments où vous auriez préféré être fils unique, finalement. Non, pas juste des moments. Non, pas... Alors moi, je suis le mec, non, pas du tout. Et toi, t'es méchant. Parce que ça, c'est mentir, Larry. Je mens pas. On passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko. Et c'est Nathalie Arthaud, eh oui Bruno, porte-parole de Lutte ouvrière, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Ce soir, nous poserons la question, et si le MEDEF avait raison? Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur. Voilà bientôt 1 an que Pierre Gattaz affirme que les patrons français sont prêts à créer 1 million d'emplois en France sous 5 ans. Sauf que pour atteindre cet objectif, le MEDEF voudrait que les salariés fassent aussi un petit effort. C'est l'un des premiers combats du MEDEF. Oh, pas grand-chose. Juste supprimer quelques jours fériés, accepter de travailler le soir et le dimanche, et puis aussi une remise en cause du salaire minimum. Pourquoi les Français ne comprennent toujours pas ce bon sens paysan? Et là, promis juré, si les salariés acceptent de travailler plus pour gagner moins, les patrons sont prêts à embaucher. Puisque ce sont les entreprises qui créent les emplois, Manuel Valls a décidé de faire confiance aux patrons. Et comme il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour, Valls a offert aux patrons un petit cadeau de 30 milliards d'euros sous forme de réduction de charges sociales. Malheureusement, les histoires d'amour finissent mal. Après avoir offert une standing ovation au Premier ministre, voilà que les patrons en réclament encore plus. Il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, beaucoup plus loin. Et si le MEDEF avait raison? Après tout, ce ne serait pas vraiment un scandale si on augmentait la durée du travail en France. Je ne comprends toujours pas pourquoi la France n'a pas fait ce pari-là et ne l'assume pas encore. Nous travaillons en moyenne 622 heures par an, contre 700 pour l'Allemagne, 800 pour les pays scandinaves et plus de 1000 heures par an pour la Corée. Pour que les patrons se mettent à embaucher des jeunes, ce serait peut-être une bonne idée de baisser le SMIC.
Enfin, ça, c'est la théorie. Parce qu'en réalité, si on baisse le SMIC et qu'on augmente le temps de travail, pas sûr que les patrons se mettent à embaucher pour autant des chômeurs inexpérimentés. Car les entreprises n'embauchent que des salariés déjà formés et qui disposent d'une grosse expérience. Bah moi déjà j'ai pas peur de me lever tôt. Moi 9-10 heures du matin, je suis là, je suis au taquet. Après avoir affirmé en octobre 2013 que le MEDEF était prêt à créer 1 million d'emplois, 1 million d'emplois, 1 million d'emplois sous 5 ans. 4 mois plus tard, Pierre Gattaz déclarait exactement le contraire. Les entreprises ne pourront jamais prendre un engagement juridique de résultat dans un environnement instable, mondialisé et très concurrentiel. Ah, sacré Pierrot, mais comment lui faire confiance? Il voudrait que les salariés acceptent une baisse du SMIC, alors qu'en 2013, sa propre rémunération augmentait de 30%. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. Voilà, c'était l'édito de Blaco, mise en image de Julien Grappe. Nathalie Arthaud, bonsoir. Vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière. Bienvenue parmi nous. Alors ici, le MEDEF avait raison. Cette semaine, les déclarations choc de Pierre Gattaz ont eu au moins un avantage, faire passer Manuel Valls pour un mec de gauche à 48 heures du vote de confiance. C'est à se demander s'il n'y a pas un deal entre eux, finalement. Alors, faut-il supprimer les jours fériés? Quand il a dit ça, Gattaz, ça a été le tollé général. Alors, ça en dit long sur la capacité de la France à se réformer, parce que si supprimer 2 jours fériés, ça fait un tel drame. Pourtant, Nathalie, dans les jours fériés, il y a le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, l'Assomption, la Toussaint. Finalement, c'est des fêtes religieuses, la religion. C'est l'opium du peuple, non? Les jours fériés, vous savez, il n'y a qu'aux travailleurs qu'on peut les supprimer, parce que quand on regarde ceux qui ont ces idées-là, Pierre Gattaz et tous ses amis de la grande bourgeoisie, ils n'ont pas de jours fériés, puisque de toute façon, ils ne travaillent pas. Donc, Arrêtez. Non, je ne vous laisse pas dire ça. Les patrons travaillent. Je ne dis pas qu'ils méritent tout l'argent qu'ils gagnent, c'est une autre discussion. Mais ils travaillent. Vous ne pouvez pas commencer la discussion en disant les patrons ne travaillent pas. je parle de cette grande bourgeoisie qui, avec ses capitaux, effectivement, qu'elle fait travailler jour et nuit, hein, ça travaille 24 heures sur 24, se remplit les poches. Et c'est ces gens-là qui viennent expliquer aux travailleurs, effectivement, qu'il faut qu'ils bossent plus, qu'il faut qu'ils touchent moins, qu'il faut qu'ils partent à la retraite plus tard. C'est ça, la réalité. Nathalie, 2 jours fériés, qu'est-ce que ça peut vous faire Non. si ça peut relancer l'économie? Mais les ça, travailleurs gagneront de l'argent. Non, mais écoutez, ça, c'est de la blague. Il l'enrobe en expliquant que voilà, ça va créer des emplois, ça va relancer la croissance, les investissements, etc. Mais la réalité, c'est que ça fait des années, des décennies en réalité, qu'il y a cadeau sur cadeau, qu'il y a des baisses de cotisations, qu'il y a des rabais fiscaux, que l'État aide ce grand patronat, ces grands groupes capitalistes. Et est-ce qu'on voit la courbe du chômage baisser? Non. Bruno, faut-il supprimer 2 jours fériés en France? Le MEDEF dit que ça va créer un point de croissance. L'INSEE parle plutôt de 0,15. Mais bon. Moi, ce qui me frappe, c'est que la méthode n'est pas la bonne. On a des grandes déclarations tonitruantes, voilà, il faut supprimer les jours fériés, il faut baisser le SMIC, il faut faire ceci, il faut faire cela. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Moi, je suis pour un nouveau code du travail, 150 pages au lieu de 1500, simple, souple, qui soit l'intérêt du salarié et de l'entrepreneur. Philippe Bouvard. Moi, je croirais au travail, mais comme valeur fondamentale, le jour où on sera arrivé à rémunérer autant le travail que le capital, eh ben, on n'en est pas là. Je voudrais aussi remarquer que nous sommes à 1 ou 2 exceptions près le pays qui a le plus de fêtes chômées en Europe. Ben oui. Sauf que dans une république qui se prétend laïque et qui n'arrête pas de le rappeler, ce sont presque toujours des fêtes religieuses. Catholiques. Bon. Ève? Moi, je suis un peu inversée une fois de plus, puisque je travaille le week-end et les jours fériés. Donc pour moi, personnellement, ça ne changera pas. Oui, si on supprime les jours fériés, vous travaillerez moins, finalement. Oui. Alors, on continue, toujours. Faut-il ouvrir les magasins le dimanche? Alors vous êtes contre, j'imagine. Pourtant, c'est le jour du Seigneur. Qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'on travaille le jour du Seigneur? Regardez dans quelle crise nous sommes. Oui. Qui est responsable? Tout le monde l'a dit, ce sont les banquiers, les grands groupes capitalistes qui nous ont mis au bord du gouffre. Et on est en train de dire que c'est parce que les travailleurs ne travaillent pas assez. Alors là, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'effectivement, quand on est un ouvrier dans le bâtiment, quand on est caissière, quand on bosse dans les usines automobiles, les jours fériés, le dimanche, voilà, c'est... Non, mais attendez, heureusement... Nathalie, bien sûr, quand on travaille toute la semaine, Oui, bien on sûr. va pas travailler en plus le dimanche, ça c'est d'accord. Mais mettez-vous à la place d'un étudiant.
le dimanche, il travaille pour payer ses études. Pourquoi vous lui interdisez de travailler? Non, mais ça, c'est tout un tas d'arguments Bah oui. pour, en fait, faire sauter les quelques contraintes que le droit du travail, effectivement, impose. Et heureusement qu'il y a des limites, heureusement qu'il y a des contraintes. Donc, le travail du dimanche, la durée du temps de travail, ce sont des droits. Est-ce que vous n'avez pas Et il peur, faut les finalement, garder. de protéger les gens qui ont du travail sans se soucier de ceux qui n'en ont pas? Non, mais vous vous rendez compte, hein, vous êtes en train d'opposer les travailleurs aux chômeurs. Quand on est travailleur, vous savez, un jour, on a du boulot et le lendemain, on n'en a peut-être pas. Alors, on n'oppose pas Nathalie. les travailleurs entre eux. Merci Nathalie. Alors Bruno Le Maire, vous êtes mal là? Ah bah, je suis mal quand j'entends ce discours, oui. Madame Artaud, oui, il y a des millions de chômeurs. Et ce que vous proposez rajoutera encore des millions de chômeurs. Oui, en opposant les patrons C'est pas aux moi. salariés, vous allez créer encore plus de chômage. Oui, en refusant de simplifier le code du travail, vous allez laisser sur le carreau tous ceux qui aujourd'hui cherchent un emploi. Oui, en refusant de voir que les 35 milliards d'euros de la formation professionnelle ne vont toujours quand même et qu'il n'y a qu'un seul milliard d'euros pour les chômeurs qui ont le plus besoin de formation et de qualification, en étant toujours du côté du conservatisme, toujours à reprendre des discours qui opposent les uns et aux autres, vous faites mal à notre pays. Et le patron dont vous parlez, une fois encore avec tant d'injustice, celui qui dirige sa PME, celui qui dirige sa boulangerie, celui qui est commerçant. C'est qui alors dont vous parlez? C'est les 2 ou 3 patrons du CAC 40, il y en a 2 ou 3. Pensez plutôt aux dizaines de milliers de chefs d'entreprise qui se battent tous les jours pour créer des emplois, qui défendent leurs salariés, qui essayent d'embaucher des jeunes et qui n'y arrivent pas. Moi, je suis en désaccord complet avec tout ce que vous avez dit. sûr. Vous ruinez la société française. Voilà à quoi vous conduisez. Vous n'êtes pas venu pour rien, moi. Ce qui est quand même fou, c'est que les 5 millions de chômeurs, ils existent là maintenant, alors qu'il n'y a jamais eu autant de flexibilité, de possibilité justement de passer par-dessus un tas de droits. C'est le fruit de votre politique libérale, justement, de votre politique favorable au patronat. Madame Artaud, on n'a jamais essayé la liberté en France, et s'il y a bien un reproche que je fais justement à la droite, c'est d'avoir fait trop souvent la politique de la gauche. Moi, je voudrais qu'on essaye autre chose pour voir si en essayant autre chose, c'est-à-dire plus de liberté pour tout le monde, pour les salariés comme pour les entrepreneurs, on n'arrive pas enfin à faire baisser le chômage dans le pays. Parce que droite et gauche confondues, on a tous échoué. Philippe Bouvard. Vous aviez dit tout à l'heure que l'Église était l'ennemi du travail le dimanche. Ah oui. C'est quand même elle qui donne à ses prêtres le plus de boulot ce jour-là. Alors, on continue avec les 35 heures. Moi, non. Moi, je pense qu'il faut laisser aux entreprises la liberté de définir leur temps de travail. Sortir définitivement des 35 heures et dire aux entreprises, si vous avez besoin de beaucoup travailler, parce qu'il y a beaucoup de commandes, travaillez beaucoup, les salariés vivront mieux, auront un meilleur salaire, tant mieux. S'il y a moins de commandes, vous travaillez un petit peu moins, parce que c'est comme ça, et ça permet d'avoir la souplesse nécessaire. Vous êtes pour les 32 heures, vous? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a 5 millions de chômeurs, tout le monde l'a dit. Oui. Eh bien, moi, je pense que le travail, il faut le répartir, que c'est pas normal qu'il y ait des gens, effectivement, qui se tuent au travail. Et c'est une réalité. Mais je suis d'accord. Et pour des millions de salariés, le travail, c'est l'enfer. La réalité, c'est que c'est ça. Alors, moi, je pense que c'est pas normal que le travail soit un enfer. Je pense qu'on devrait, effectivement, eh bien, faire que on soit travaille. moins un enfer. Voilà, et qu'on se répartisse le travail. J'ai un point de désaccord fondamental avec vous. Pour vous, le travail, c'est l'enfer. Pour moi, c'est le chômage Pour qui est certains, l'enfer. oui. Ça sera le mot de la fin, merci. Nathalie. Ouais. Oh là là, il a fait ça. Attends. Oh là là. Ouais, Jean-Mi. Un jour, je prendrai ta place, chérie. Ah ben c'est sûr. Et nous accueillons ce soir notre terrien du samedi 20h, Marc Vera, bonsoir. Alors Marc Vera, vous êtes une légende de la gastronomie française, 2 fois 3 étoiles au Michelin et 3 fois 20 sur 20 au Go-Emilio. Un palmarès qui reste inégalé à ce jour. Pourtant, au début des années 2000, vous disparaissez des radars médiatiques, la faute à un terrible accident de ski. Là commencent 3 ans de souffrance, en fauteuil roulant et sous morphine, jusqu'au jour où vous finissez par raccrocher les gants. La traversée du désert va durer 5 ans. Aujourd'hui, vous êtes de retour avec un nouveau restaurant et vous nous raconterez votre histoire à 20h. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ?» Ça va?
Très bien. Je suis de temps en temps vos interventions et vous avez cette passion de convaincre avec des idées, ce qui est le propre de l'homme politique, avec des trucs totalement iconoclastes. Ça donne un truc. Thierry Ardisson, moi je veux que dans mon pays, mes enfants puissent aller dans une école qui leur permette de trouver un emploi. Moi, Thierry Ardisson, je veux que les entreprises françaises disposent de conditions de travail qui leur permettent d'être concurrentielles à l'international tout en créant des emplois en France. Mais où allez-vous chercher tout ça ? Mais hélas, Bruno, vous arrivez un peu tard, car dans tout ce marasme, une bonne nouvelle, depuis mardi, ce pays a confiance. Ah oui. Ah bah oui, en Manu. Manu Militari, comme j'aime à l'appeler. Même s'il a dû passer par une énième petite humiliation. À chaque fois que je le vois devant les mecs de son propre camp, tu sais, je pense toujours à Elephant Man coincé aux chiottes et qui se retourne en criant « Je suis socialiste, je suis socialiste !» Tout ça pour plaire aux frondeurs. Alors attention, les frondeurs, c'est pas des mecs commodes. Hein. En plein discours de Valls, il y a un frondeur qui a fait une bulle avec son chewing-gum et un autre qui a fait tomber sa règle. En 40, ces mecs-là, ils auraient balancé des capotes remplies d'eau sur les convois de la Wehrmacht. Hein. Attention. Non, mais tu vois, le mec, il a dû faire un discours pour plaire aux frondeurs. Non, mais plaire aux frondeurs, c'est vraiment le mec qui sort en boîte pour draguer la dame pipi, quoi. Bon, après, c'est pas des mauvais boucs. Bon, faut être honnête, mais c'est pas des flèches. C'est pas des... Sur l'autoroute de l'intelligence, ils n'ont aucune chance de se faire flasher pour excès de pertinence, tu vois. Non, mais... Alors, je dis pas que c'était quand même un très beau discours. Moi, j'ai suivi cette conférence, tout ça, parce que ça m'émeut, là, le républicain, tout ça, je suis fasciné. Alors, je pense qu'on a un très beau discours, on n'a jamais mis autant d'agitation et de véhémence pour dire qu'on fait du Jean-Marc Ayrault. Oui. Hein ? Non, ce gouvernement a l'impression de faire de bonnes réformes quand il s'abstient d'en faire des débiles. Tu sais ? Et les gars, attention, on pourrait augmenter les impôts de 30%, hein, on pourrait nationaliser le CAC 40 et on pourrait créer 4 millions de postes de fonctionnaires. Mais on le fait pas. Alors, c'est qui, Tony Blair ? Tu vois ? Guerre. Alors finalement, on va aller faire la guerre en Irak aux djihadistes. Je pense qu'on a surtout peur de les voir revenir dans un sale état. Parce que la question, c'est comment vont-ils revenir ? Bah oui, ces djihadistes sont-ils de futurs Mohamed Merah ? Des Mehdi Nemmouche en puissance ? Les plus optimistes disent « Ah mais non, ça, il n'y a pas de problème ». C'est vrai qu'a priori, s'ils partent là-bas, c'est pour nous ramener des babouches et des loukoums. C'est vrai que c'est... Et alors un truc génial, on a mis en place un numéro vert pour les candidats au djihad. C'est vrai. Alors nous, on a tout compris, hein. On met en place une ligne anti-suicide pour des mecs qui rêvent de devenir martyrs. Oui. T'imagines Mohamed Merah ou Nemmouche dire « Bon, avant de faire mes conneries, j'ai quand même appelé SOS Terrorisme Amitié ». Oui, allô, bonjour, c'est Minouche à l'appareil. Voilà, j'ai le projet de partir peut-être en Syrie faire le stage, là. C'est-à-dire, moi je suis motivé, hein, on me dit, bonne ambiance, tout ça, crapahutage Syrie, djihad, tout ça, Inch'Allah. Après ma formation, je pense que je vais revenir. Si Dieu le veut, je vais tuer des gens à la bonne franquette. Mais attention, j'ai des scrupules. J'hésite. C'est pas simple. Je veux dire, là-bas, si tu veux vendre du shit pour arrondir les fins de semaine, c'est pas, si on t'attrape, c'est pas Madame Taubira, ça y est, je m'excuse, je te jure plus jamais je récidive une 50e fois, enculé de keuf, tout ça. Non. Non, là-bas, si on te coupe le bras, c'est que le juge, c'est un ami de la famille. Tu vois, alors, quand on pense quand même que cet embrigadement se fait sur Internet, comme quoi au XXIe siècle, la fibre optique, ça reste le moyen le plus rapide d'accéder au Moyen-Âge. Hein. Ouais. Alors, concrètement, qu'a fait la France ? Parce que la France a agi. On a envoyé 2 rafales pour prendre des photos. Oui. Oui, c'est les Américains nous ont demandé. En fait, ils sont tombés sur le bouquin de Yann Arthus Bertrand. Alors, tu m'étonnes que personne ne veut acheter un Rafale. C'est 150 millions d'euros pour acheter un appareil photo volant. Enfin, je veux dire, t'attaches un iPhone 6 sur le fion d'un pigeon voyageur, ça coûte... Alors, pas belle la vie ? Voilà. C'était Gaspard. On se voit ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Marc Vera, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 8 mai 1950 à Annecy. Vous grandissez près de la Clusaz, dans la ferme familiale. Et c'est là, avec votre grand-père, Berger, et votre mère, Célina, que vous entrez en osmose
avec la nature, les myrtilles, les fraises des bois, les plantes sauvages, les champignons. Vous découvrez tout ça et vous imprégnez de ça. J'ai eu la plus belle éducation du monde. Ouais. L'éducation de la nature. Et c'est une éducation aromatique, c'est exceptionnel. Et là, vous apprenez à fumer le jambon avec des arômes savoyardes, la sève de sapin, le genévrier. Vous apprenez à affiner le reblochon, à préparer les confitures. Traire les vaches. Ouais. Bien sûr, on avait des vaches. Alors là, en aidant votre mère au fourneau, vous découvrez vos premiers émois gastronomiques. C'est une belle histoire. À l'adolescence, vous vous sentez mal à l'aise dans les salles de classe. Votre père essaie de vous placer chez des amis restaurateurs. À 17 ans, vous quittez le cocon familial pour une école hôtelière à Bellegarde, sur Valserine, dans l'Ain. C'est un mauvais souvenir, ça. Ouais. On me met dehors au bout d'un trimestre parce que vous êtes ingérable, en fait. Mais j'ai quand même un beau cadre à l'entrée de mon restaurant. Ouais. Et c'est la signature du proviseur qui dit « N'est pas fait pour ce métier, doit prendre une autre orientation. Voilà. Eh oui. Vous êtes viré et votre père vous dit « Marc, tu feras toujours honte à la famille. Ouais. C'est terrible. C'est terrible. Et là, il s'est passé quelque chose. J'ai voulu prouver à la famille que non, je ne leur ferai pas honte. Ouais. Mais quelle chance qu'il m'ait dit ça, mais quelle chance. Enfin, à l'époque, on vous dit à la maison, qu'est-ce qu'on va faire de toi, hein? Ah, mais il ne savait plus quoi faire de bah moi. Oui, alors vous devenez berger, vous devenez moniteur de ski, vous êtes même plongeur à un moment dans un resto à la Ah, j'ai commencé comme ça. Mais votre fulgurante ascension va commencer lorsque vous installez dans une villa à Annecy, et là, vous ouvrez l'auberge de l'Éridan. C'est d'ailleurs là que vous adoptez votre fameux feutre noir. Et c'est en mémoire de votre grand-père, berger. Et il venait me chercher tous les soirs, au printemps. Il venait avec des myrtilles sur le chapeau. Il mettait des myrtilles sur le chapeau. Chaque fois qu'il attendait avec les chèvres mangeaient les talus. Et il allait auprès de l'école, il m'attendait à la sortie. Bien sûr. Wow. Et il venait, il avait toujours un bouquet de myrtilles qu'il avait ramassé, ou un bouquet de fraises des bois, ou un bouquet d'aquilée. Et je sautais dans les bras de mon grand-père. Magnifique. Et j'adorais mon grand-père. Bah, oui. C'était le cœur du grand-père et la nature. Ce qu'on peut dire, Marc, c'est que Bruno Le Maire a été marqué par sa grand-mère et vous, par votre grand-père. Voilà. Bravo les grands-parents. Alors, je disais ascension fulgurante parce qu'en 2 ans, vous avez 2 étoiles au Michelin et vous êtes élu cuisinier de l'année par le guide Goemio. Alors là, vous décidez de déménager dans une somptueuse demeure au bord du lac d'Annecy, à Verrier-le-Lac. Alors, financièrement, c'est épouvantable parce que les banques vous étranglent. Hein. Heureusement, 3e étoile au Michelin. Ah ouais, ça c'était le bonheur D'un coup, absolu. ça met tout le monde d'accord. Voilà. Là, vous ouvrez à Megève la ferme de mon père, qui reçoit également 3 étoiles au Michelin, 20 sur 20 au Gomillot. Je crois que c'était une première. C'est la première et la seule fois. Vous êtes au top à ce moment-là. Hélas, avec le succès arrive la surchauffe. Vous commencez à avoir des projets en Chine, en Tchéquie. Vous faites de la pub pour le jambon Matrange. Vous faites de la cuisine moléculaire. Vous avez une pression à l'époque monumentale. Passez 18 heures par jour, si vous faites les 35 heures en 2 jours, hein, 18 heures par jour dans la chaleur des fourneaux. Jamais un jour d'absence. Vous dormez pas. Et là, Marc, vous commencez un peu à perdre les pédales. Vous dites la tyrannie de l'excellence, on n'imagine pas ce que c'est. Vous savez, je pense toujours à mon ami Bernard Loiseau. Ouais. Cette pression, mais vous savez, les gens ne se rendent pas compte de cette pression que l'on a en restauration, avec les guides, les critiques gastronomiques, mais c'est infernal. Imaginez-vous, votre chiffre d'affaires, c'est 60% le guide. Donc le guide va faire votre chiffre d'affaires. Alors vous dites que le désir de rester au top peut être extrêmement destructeur. Ah oui, bon, ça m'a détruit, j'ai fait une dépression de longue durée. Vous êtes cyclotimique, vous dites, à l'époque, je devenais fou. Bah oui, complètement. Voilà. Et puis, le 8 janvier 2006, vous fêtez votre 3e 20 sur 20 au Goemio. Vous avez rassemblé toute votre famille pour une journée de ski. Vous faites un peu la course avec vos jambes. Ah oui, ancien moniteur de ski. Donc voilà, et là, vous êtes à 100 km à l'heure, vous prenez une bosse, hélas, derrière la bosse, il y a votre fille. Vous fracassez son snowboard, vous finissez dans un pylône. Vous retrouvez tous les deux à l'hosto, elle a rien, mais vous avez des tas de fractures.
la jambe gauche, l'épaule droite, les lombaires, les cervicales en vrac, la cage thoracique enfoncée. Vous dites, j'ai vraiment cru que j'allais mourir là. Ah oui, c'était terrible. Surtout que je n'ai pas perdu connaissance. Et je peux vous dire que dans le choc, chaque fois que je roulais et que je tapais quelque chose, une pierre ou l'obstacle, c'était effroyable. C'était une brûlure intense. C'était quelque chose d'incroyable. Le problème, c'est que 8 jours après l'opération, vous êtes de retour en cuisine. Et là, vous commencez à tourner autour des fourneaux en fauteuil roulant. C'est-à-dire que vous ne voulez pas laisser, vous dites, imaginez qu'un inspecteur du guide se présente. C'est exactement Je ça. veux être là. C'est exactement Donc ça. vous êtes là, subclaquant, sur votre fauteuil roulant, mais vous êtes là quand même. Alors drôle de convalescence, évidemment, parce que votre état ne s'améliore pas, il empire, et vous commencez à avoir des inflammations autour des fractures. Bien sûr. Très, très J'ai douloureux. fait 2 algoneurodystrophies Voilà. coup sur coup. C'est effroyable, c'est des souffrances effroyables. Là, vous décidez de vous séparer de la ferme de mon père à Megève, puis de l'auberge de l'Éridan. Vous rendez les étoiles, vous rendez les 20 sur 20. Et quand vous rendez les étoiles et que vous êtes battu pour prouver que vous étiez capable de faire quelque chose, et d'un seul coup, vous rendez tout. Tout par obligation. Plus rien. La redescente est très sévère. Ouais, c'est terrible. C'est la déprime. À l'époque, il y a des bruits qui courent sur vous. On vous dit mourant, on dit que vous avez un cancer des poumons en plus. Et puis un jour, un chirurgien lyonnais vous débarrasse de toute la ferraille qui encombrait votre squelette. Exactement. Le professeur Chamba m'a remis debout. J'ai souffert pendant 5 ans. Et 6 mois après, je marchais. Alors là, fini la morphine, évidemment. Bien sûr. Vous construisez la Maison des Bois, qui est votre nouveau restaurant, à 1600 mètres d'altitude. Vous le construisez pratiquement de vos mains. En tous les cas, vous participez, vous prenez la truelle, quoi. Hein. En fait, c'est plus qu'une maison. C'est une espèce de hameau avec des écuries, une serre, un four à pain, des chalets où on peut dormir. C'est magique. Des ruches pour le miel. On recrée aux Maisons des Bois ce que j'ai vécu dans mon adolescence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde. Ben oui. Alors là-bas, il n'y a pas de voiture, il y a une mule, qui s'appelle Kangoo. Hein. C'est 20 couverts, pas plus. Non. C'est 3 jours par semaine. Et c'est un bonheur absolu. On est devant le Mont Blanc, on est hors du temps, on a nos bêtes, on a nos moutons, les mules, on a nos jardins, on Enfin, a nos plantes. le problème, c'est qu'il y a 2 mois d'attente déjà pour y aller. Hein. Oui, mais ça, vous savez, quand on aime, on peut toujours s'arranger. On a des petites tables dans la cuisine qui peuvent se rajouter, il n'y a pas de problème. Alors là, pas d'étoile au Michelin cette fois. Ben écoutez, c'est justement... Ah non, il ne faut pas rentrer là-dedans à nouveau. Bien sûr que les guides sont prêts à revenir nous voir, à recommencer. Mais je pense que non. Cette chute vous a remis les pieds sur terre. Ah, complètement. Ouais. Ah, mais là, en tous les cas, intellectuellement, je suis un autre homme. Hein. Maintenant, ça, c'est clair. Et puis, on a pris le temps de réfléchir. J'ai plein de choses qui me sont arrivées. J'ai des petits-enfants. Merveille. Je reçois les enfants toutes les semaines. Vous vous rendez compte? Je deviens éducateur. C'est la transmission. Le peu que je sais, je veux leur faire savoir. Leur faire savoir, par exemple, que mon papa, quand on a trayé les vaches, n'est-ce pas, et qu'on mettait la pénicilline, et quand les vaches avaient une mamite, eh bien, on ne trayait pas la vache pendant 10 jours. D'accord? Parce qu'il y avait une respectabilité du produit, de l'animal et de l'humain. Et papa nous répétait toujours ça. Et on ne donnait pas de croquettes aux bêtes. On n'avait pas de surproduction. On respectait l'humain, le prochain, et on respectait la terre. Et je pense que là, politiquement, monsieur le maire, vous avez un travail énorme à faire, parce que nos enfants, il n'y a pas que l'éducation nationale, il y a surtout au début, la nourriture. Bravo. Merci. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Jean-Mi, mon petit robot. Merci à Evangélie, toujours en tournée avec Émile et Ima, Julie Pietri, Thierry Pastor, le prochain album pour 2015. Philippe Bouvard pour Bouvard de A à Z chez Flammarion et sur RTL les samedis et dimanches à 11h30. Bruno Le Maire, merci pour À nos enfants chez Gallimard. Les Twins qu'on retrouve sur toutes les scènes du monde. Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, et Marc Vera. Merci Marc Vera. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Roland. Rendez-vous ici la semaine prochaine et d'ici là sur canalplus.fr avec en bonus
le top des vannes, l'édito de Blanco, les meilleures interviews formatées et Gaspard Proust. Salut les gars. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.